Alors, avant d'entamer le programme en Python, en fait, je vais d'abord rappeler quelques petites notions sur la TZ. Alors, il faut juste savoir que lorsque vous avez un système linéaire et invariant dans le temps, bon, je vais mettre l'animation et ensuite je vais expliquer. Je vais avoir, regardez. Alors, quand vous avez un système linéaire et invariant, forcément, il s'écrit comme ça. Tout système, on ne peut pas s'écrire autrement. Ça, c'est un système linéaire et invariant dans le temps. Le fait qu'il soit discret, le discret, il apparaît où? C'est n. C'est le n. Le temps, c'est n, c'est-à-dire on a remplacé t par nte. Ensuite, il y a deux mots, linéaire et invariant. Il y a aussi une vidéo qui explique pourquoi la linéarité et l'invariance en détail avec des exemples, mais là, je vais le faire directement. Où est-ce qu'on voit la linéarité? Quand on dit linéaire, c'est comme l'équation d'une droite. Dans l'équation d'une droite, ici, vous n'avez pas au carré, vous n'avez pas valeur absolue, vous n'avez pas log exponentiel. Donc, linéaire, c'est pour dire, donc c'est comme une droite, ce qui fait que donc y et x ne sont pas impliqués dans des opérateurs non linéaires. Je le vois ici, regardez y. Si je prends y, le voici, j'ai y. Je n'ai pas y à la puissance 3, je n'ai pas y à la puissance 4, je n'ai pas un log, je n'ai pas une exponentielle. Pareil pour x, je prends x, le voici. Je n'ai pas au carré, je n'ai pas la puissance 3, je n'ai pas de log, je n'ai pas d'exponentielle. Ça, c'est la linéarité. L'invariance, alors je vais la mettre dans une autre couleur. L'invariance, donc, c'est les coefficients. Les coefficients, voilà, regardez, c'est des AI, BI. Ce n'est pas écrit en fonction de n. Ça veut dire quoi AI, BI? Ça veut dire que j'ai A0, A1, A2, puis j'ai B0, ici jusqu'à BM. Alors, et ici, j'ai B0, B1 jusqu'à Bn. Ces coefficients, une fois qu'ils sont définis par le système, ils sont constants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui A0 vaut 2, et bien demain A0 vaudra 2, A0 vaudra 3. Voilà ce que signifie donc l'invariance. Je n'ai pas ici AN. Si j'avais écrit AN, ça veut dire que chaque fois que N, donc qui est le temps, change, il va changer. Voilà ce que signifie un système linéaire et invariant dans le temps. Donc, c'est pour ça que je disais, il s'écrit forcément comme ça. Forcément, vous n'avez pas le choix, il va s'écrire comme ça. La linéarité, Y et N ne sont pas impliqués dans une opération non linéaire. L'invariance, A, I et BI ne dépendent pas de N. Ça pour l'invariance. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on fait? Justement, pourquoi on utilise la TZ? Avec la TZ, c'est très facile de trouver H de Z. On applique la TZ des deux côtés, c'est-à-dire la TZ puisque j'ai une égalité, j'applique la TZ ici, je l'applique ici, ça me donne quoi? Donc, je réécris somme des AI, la TZ de YN-I, c'est connu que la TZ d'un signal qui est retardé, c'est une des propriétés les plus utilisées, c'est Z-I, YZ. Donc, Y de N-I va me donner Z-I, YZ. Ça, c'est la TZ de YN-I. Pareil, xn-i, sa tz, ce sera x-i, xz. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait de h de z? H de z, justement, en temps, x, vous avez yn, c'est xn que je convolue avec h de n. Quand je passe à la tz, comme la tf, n'oubliez pas que la tz, c'est un cas général de la tf. C'est-à-dire que la TFD, la TFTD, c'est des cas particuliers de la TZ. Donc, quand on se passe à la TZ, ça me donne YZ, c'est XZ fois H de Z. Donc, H de Z, on sait que le produit de convolution devient un produit simple. Donc, H de Z, c'est Y de Z sur X de Z. Donc, si je viens ici, je prends tout ça, je le divise par X de Z. C'est-à-dire, je ramène ça ici. Et donc, je vais avoir Y de Z sur X de Z. Ça va venir en bas. Ça me donne somme des AI, Z moins I, ça de moins I, AI, Z moins I. Voilà. J'ai ramené ça ici. Donc, j'ai pris quoi? J'ai écrit YZ sur XZ. Et donc, ça me donne somme des BI sur somme des AI. Jusque-là, est-ce qu'il y a une question? J'ai dit, je rappelle brièvement la TZ. Nous, on va directement après passer sur Python. Mais quand même, ces petites notions, je vous les rappelle. Ça veut dire quoi? Le fait que d'écrire, d'abord, j'attends s'il y a une question. J'ai dit, vous n'êtes pas obligé de répondre. S'il y a une question, vous prenez la parole pour ceux qui peuvent parler, sinon sur le chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les H de Z se ressemblent. Qu'est-ce qui va changer? Les AI et les BI.
Donc, toutes les TZ vont s'écrire comme ça. Chaque H de Z, il sera comme ça. Donc, B0 plus B1 Z-1 plus B2 Z-2 plus jusqu'à B, alors je me suis arrêtée à N, Z-1 sur A0 plus A1 Z-1 plus A2 Z-2 plus BM Z-M. Donc, ça veut dire, donc je pourrais avoir, par exemple, parfois je vais avoir B0 et B1, les restes sont nuls, je peux avoir B0, ensuite celui-là est nul, B1. En tout cas, tous les systèmes linéaires et invariants vont s'écrire comme ça. Ça veut dire, quand je vais les différencier, de quoi j'ai besoin? J'ai juste besoin des vecteurs BI. C'est justement ce vecteur B, c'est ce qu'on va mettre sur Python. On va écrire, on va lui donner B0, B1, B2, jusqu'à mon dernier élément. Et je vais lui donner le vecteur A qui vaut A0, A1, A2, jusqu'à PM. C'est bon. Si une fois que je lui ai donné B, c'est bon, je lui ai donné mon système. Alors, n'oubliez pas que nous, quand on va aussi l'étudier, on ne va pas le garder comme ça. On va l'essayer d'écrire comme étant un produit de 0 sur un produit de pôle. Pourquoi on fait ça? C'est parce que ça va me permettre, une fois que je vais avoir le tracé des pôles et des zéros, de faire beaucoup d'interprétations. On va voir, ça va, une fois que vous arrivez donc à décomposer, mais ça se fait. Vous, quand vous avez AX au carré plus BX plus C, vous résolvez l'équation égale à 0. Donc, ça vous donne quoi? Ça vous donne A fois X moins X1, X moins X2. Vous allez raisonner delta positif, 2 racines réelles, delta négative, 2 racines conjuguées. Si c'est delta égale à 0, c'est une racine double. Donc, en fait, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. J'ai un polynôme et je vais essayer de le décomposer en un produit de monômes. Voilà, c'est un monôme de degré 1. Donc, lorsque celui-là est égal à 0, ce qui annule le numérateur, ça s'appelle des zéros. Parce que lorsque ça, c'est égal à 0, ça me donne 0. Lorsque ça est égal à 0, on appelle ça des pôles. Là, je suis en résonance. Quand vous divisez par 0, c'est un maximum. Rappelez-vous-en. Donc, lorsque c'est égal à 0, la TZ, le H de Z s'annule. Lorsque je suis proche d'un pôle, égal, pas vraiment égal. Si c'est égal à un pôle, c'est une résonance, c'est infini. Mais si je suis proche, Z est proche d'un pôle, c'est un maximum. Si Z est proche des zéros, donc ça veut dire quoi? Si là, ils sont proches, donc celui-là est proche de celui-là, ça veut dire j'ai un minimum. Vous êtes la quantité la plus petite. Si celui-là est proche de celui-là, effectivement, c'est un minimum. Mais quand je divise 1 par un minimum, donc ça va me donner un maximum. Parce que ce raisonnement, je vais aussi m'en servir. Jusque-là, mes étudiants, est-ce que c'est bon? Le rappel de la TZ. Donc, la TZ, c'est un système linéaire et invariant. Linéarité, parce que X, Y, N ne sont pas impliqués dans des opérations non linéaires. À quoi se voit l'invariance? Les coefficients sont constants. C'est les mêmes pour le système. D'ailleurs, quand on va faire de la conception, les AI et les BI, ils seront dans des registres, dans des cases mémoire, et ils seront fixés pour un filtre donné. Après, si je veux un nouveau filtre, je vais changer les valeurs. Mais pour un filtre donné, je suis en train de travailler, ces valeurs ne bougent pas. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de faire? Alors, je continue, toujours mon petit rappel avant de basculer sur Python. Alors, quand on fait, nous, le tracé des pôles et des zéros, comment qu'on fait? En fait, on trace toujours le cercle unité, mais je vais vous dire pourquoi. En fait, nous, quand on trace, donc vous êtes sur le plan Z, donc ça, c'est réel de Z, ça, c'est imaginaire de Z, parce que Z peut être complexe. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qui annule le numérateur, c'est un 0. Donc, on le symbolise par un 0. Ici, je mets 3 moins Z égale 0, ça implique que Z égale 2 tiers. Et je vais dessiner un 0 à 2 tiers. Je prends qu'est-ce qui annule ici? Je mets ça égal à 0. Ça me donne que P1 vaut 1 et ça me donne que le deuxième pôle vaut moins 0,5. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je viens dessiner. Alors, les pôles, on met des croix. Alors, une croix en 1, voilà le 1, parce que c'est une partie réelle, donc il n'y a pas de complexe. Là aussi, c'est la partie réelle. Donc ici, et je vais mettre une croix en moins 0,5. C'est comme ça qu'on trace les pôles et les zéros. Alors maintenant, pourquoi on met toujours le cercle unité? C'est pour se repérer et surtout pour quelque chose d'autre. Alors, il faut savoir, ça aussi c'est un rappel, que si vous avez un système qui est causal, un système causal, alors, pour qu'il soit stable, alors il sera stable
il sera stable si tous les pôles sont plus petits que 1. S'il est causal, parce que s'il est anticausal, c'est le contraire. Alors ça vient du fait que votre système, il converge, parce que le rayon, je vais vous le mettre ici, voilà. Quand le système est causal, la TZ existe ici, voilà le rayon de convergence, la zone de convergence. Quand il est causal, il converge à l'extérieur du plus petit pôle. Le plus petit pôle, c'est 0,5. Donc, comme il converge ici, et comme quand il doit être stable, il faut que 1 fasse partie, 1 doit faire partie du domaine de définition, c'est-à-dire de la région de convergence. Donc ici, est-ce que 1 fait partie? Oui, il est dans la région de convergence. Et quand c'est anticausal, c'est l'inverse, parce que quand c'est anticausal, ça converge à l'intérieur d'un disque, il faut que le 1 soit à l'intérieur du disque, donc il faut que les pôles soient à l'extérieur. Ça, c'est juste pour vous rappeler ça. Donc, moi, quand je dois dessiner, je dois mettre mes pôles, je dois mettre mes zéros. Alors, normalement, je n'ai pas prévu d'autres explications ici, je vais juste vérifier si je devais vous dire autre chose. Voilà, c'était ce que j'étais en train de dire ici. Donc, il faut que 1, voilà, il faut que le 1 fasse partie de la région de convergence, parce que c'est la définition de la stabilité. Somme des h de 1 doit être inférieure à l'infini. Or, la TZ, voilà ce qu'elle vaut. Pour avoir cette égalité, il faudrait que Z soit égal à 1. Si Z égale à 1, je retrouve ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le cercle fasse partie de la région de convergence. Quand votre système est anticausal, il converge ici. Donc, il faut que le 1 soit là, parce qu'il converge là. Quand votre système est anticausal, il converge à l'extérieur. Donc, il faut que le 1 fasse partie de la région de convergence dans les deux cas. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Est-ce qu'on peut basculer sur Python maintenant? S'il n'y a pas de question. OK. Deuxième remarque. Sachant que les AI, les BI sont réels, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand vous résolvez quelque chose qui est réel comme ça, A au carré, je vais l'appeler alpha au carré, plus bêta z, plus gamma, égale à 0. Rappelez-vous, delta, vous avez 3 cas. Soit delta est positif, et à ce moment-là, vous avez Z1 et Z2 sont réels. Soit delta est égal à 0, et vous avez la même racine, Z1 qui vaut Z2, soit votre delta est négatif, et à ce moment-là, vous avez deux racines conjuguées, c'est-à-dire Z1 égale à Z2 conjugué. Pourquoi j'ai ça? C'est parce que mes coefficients dans les systèmes réels qu'on étudie, les AI et BI sont réels. Chaque fois que c'est-à-dire alpha, bêta, gamma sont réels, vos pôles seront. Vous tomberez sur un de ces 3 cas. Bien. Ça aussi, c'est important parce que je vais l'utiliser directement maintenant. Je vais voir si je n'ai pas prévu d'autres remarques ici et on bascule sur Python. Ai-je besoin d'autre chose? Non, ça, je viens de vous le dire. Super. Maintenant, on bascule sur Python. Donc, alors, vous me le dites quand je suis… Voilà, super. OK, très bien. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que toute l'information, c'est les BI et les AI. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est B0, ça, c'est B1, ça, c'est B2. Ça, c'est A0, ça, c'est A1, et ça, c'est A2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, H2Z, mais il n'a pas besoin de plus. Il a besoin juste des BI et des AI. Donc, ça veut dire, je peux l'écrire. Ça veut dire que ici, H2Z, c'est Z moins, alors, coefficient, plus 2 fois 0,079, Z moins 1, plus 0,079, Z moins 2, sur, n'oubliez pas que ces coefficients sont donnés avec les puissances négatives, hein, plus 1, moins 1,2, Z moins 2, plus 0,516, pardon, ça c'est Z moins 1, Z moins 2. Vous, quand vous voulez calculer les pôles, qu'est-ce que vous allez faire? Les pôles se calculent pour des racines positives, donc voilà ou 0, vous allez multiplier par Z au carré. Ça c'est pour vous. Lui, il va travailler avec cette formule. Nous, on va le faire et on va vérifier est-ce qu'il trouve bien ce qu'il faut. Donc, je vais multiplier par Z au carré, ça me fait, alors 0,079, je vais le mettre en facteur, ça me fait Z au carré, plus 2Z, plus 1. Regardez, suivez avec moi les calculs. Je peux me tromper, donc il faudrait qu'on trouve la même chose que Python. Alors, comme ça, ici, ça me donne donc Z au carré, moins 1,2 Z, plus 0,516. Voilà. Si je dois calculer les zéros, qu'est-ce que je dois faire? Je les vois d'ici. Celui-là, je ne vais pas les calculer parce que je vois ici directement que
en haut, c'est 0,079 fois z plus 1 au carré. Très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va trouver, donc mes zéros, c'est quoi? Ça veut dire Z1 égale à Z2 égale à moins 1, c'est-à-dire j'ai un zéro double. Je vais avoir un zéro double en moins 1. Pour le dénominateur, je suis obligée de calculer le delta. Là, je ne vois pas la formule, donc je vais calculer delta. Ça me fait combien? Ça me fait 1,2. Essayez de calculer avec moi, s'il vous plaît, parce que sinon, il faudrait que je mette mode calculatrice en plus. Alors, Z au carré. Alors, ça, moins 4AC. Donc, ça fait moins 4 fois. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent mettre mode calculatrice qui me disent combien qu'on trouve ici? Est-ce que je peux vous attendre ou là, je dois le faire moi-même? Alors, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Je vais le faire. Alors, je voudrais bien que vous le fassiez avec moi aussi. Au moins que je sache, je ne me suis pas trompée. Alors, calculatrice, on cherche. Alors, il n'y en a aucun qui est rapide, qui soit rapide. Normalement, c'est moins 0,624, madame. Merci. Je partage aussi maintenant la calculatrice avec vous. Alors, on va le faire. Alors, je ne sais pas s'il partage aussi calculatrice. Combien tu as trouvé? Alors, je vais refaire. Attends. Moins 0,624. Moins 0,624. OK, donc je sors du mode calculatrice et je compte sur toi, s'il te plaît, pour faire avec moi la suite. On va vérifier de toute façon avec Python. C'est juste pour voir que c'est la même chose. Alors, tu me dis, quelqu'un d'autre a répondu sur le chat aussi. Alors, elle a trouvé directement 0,6 plus 0,9, moins 0. Bon, je vais écrire ce qu'il m'a dit. Tu as trouvé combien? Delta? Moins 0,626, madame. Moins 0,626. 24, madame. Moins 0,624. OK. Donc, P1 et P2, ce sera moins B. Donc, moins B, donc ça fait 1,2 plus, alors tout ça. Donc, ça, c'est ça fait donc 0,624 fois J au carré. Donc, ça fait 1,2 plus ou moins la racine de ça, 0,624 J sur 2A, que vaut A sur 2. Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui m'a dit qu'il a trouvé, alors, 0,6 moins 0,39. Donc, je vais faire confiance et on va vérifier sur Python. D'accord? Nous, on va le faire à la main. Donc, on a trouvé, ça paraît logique, parce que 1,2 divisé par 2, ça fait 0,6. Donc, 0,6 plus ou moins. Combien tu m'as dit, ma fille? Je ne sais pas combien tu as trouvé, la demoiselle. Je regarde sur le chat. Elle a trouvé 0,39. D'accord? La racine de 0, très bien. Donc, 0,39. Voilà ce qu'on a trouvé, nous. Donc, nous, si on doit tracer les tracés d'épaule et les zéros, regardez, on va le faire manuellement. On va vérifier avec Python une fois. Après, on va faire confiance à Python. Donc, ça veut dire, je vais mettre ici réel de Z. Je vais mettre ici imaginaire de Z. Et donc, ici, je change juste de couleur. Alors, donc, on a dit les zéros. Alors, regardez, ça, c'est 1. Ça, c'est moins 1. Hein? C'est comme l'axe des X et des Y, d'accord? Donc, ici, où se trouve le moins 1? Ça, c'est la partie positive, ça, c'est la partie négative. Donc, je suis là. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 zéros, parce qu'il y en a 2, j'écris 2. Et les pôles, alors vous avez trouvé un pôle en 0,6, plus ou moins. Donc, la partie réelle est positive, je suis quelque part ici. 0,39, un peu moins que la moitié. Donc, je dois trouver un pôle là, un pôle là. Rappelez-vous, c'est bon, les pôles sont conjugués. C'est-à-dire qu'ils auront la même partie réelle, partie imaginaire inversée. Ce sera toujours comme ça. S'il y a un pôle ici, il y en a forcément un ici. D'accord? On vérifie sur Python. On efface tout ça. Et donc, on efface. J'efface tous mes dessins. Alors, rappelez-vous, on a trouvé 0,6 plus 0,39. OK, très bien. On va exécuter notre programme. On va faire plusieurs vérifications. On va non seulement exécuter notre programme, mais on va aussi regarder qu'est-ce qu'il a trouvé. On exécute. Alors, regardez, pour exécuter, je vous ai envoyé une fonction qui s'appelle plotzplen. En fait, je l'ai trouvée sur Internet parce que Python, je n'arrivais pas à trouver l'équivalent avec MATLAB. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit une fonction. Je l'ai juste modifiée. Moi, je l'ai modifiée ici. Je l'ai modifié ici pour qu'il me donne les pôles quand c'était filtré relief. Après, je vous expliquerai. Et j'ai fait des petites modifications pour les axes, parce qu'il mettait les axes à… Voilà, j'ai fait des petites modifs.
par rapport à ce programme. Donc, maintenant, on exécute. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai basculé ici. Je suis là. Première figure. On vérifie si c'est vrai. Alors, s'il veut bien me donner la main. Bon, je ne suis pas arrivée à savoir comment on fait le cercle parfait comme ça. Je suis obligée de le faire comme ça. Alors, regardez, on vérifie ensemble. On a dit qu'on doit trouver 2 zéros. Les zéros, on les a mis en bleu. 2 zéros en 2. En moins 1, pardon. Ils sont bien là. Et on a dit un pôle 0,6. Regardez, si je regarde ici 0,6, je suis à peu près là. Et 0,39, c'est bon, je suis à peu près là. C'est bon. Il a trouvé mes 2 zéros et mes 2 pôles. Jusque-là. Pas de question. Donc, je vais vous apprendre à faire quelque chose dont vous pourrez avoir besoin quand vous allez traiter des exercices. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la représentation des pôles et des zéros est une représentation complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de cette représentation, j'ai bien partagé la figure avec vous. C'est bon, vous êtes en train de l'avoir la figure. Oui, madame. Très bien. Okay. Oui, madame. Super. Regardez, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'à partir de là, regardez, celle-ci, comme elle est suffisante pour tout trouver, pour trouver H de F et pour trouver la réponse impulsionnelle H de N, pour étudier la stabilité. Si je démarre du principe qu'il est causal, je regarde mes pôles. Si les pôles sont à l'intérieur du cercle, alors mon système est causal. Je le vérifie. Où est-ce qu'ils sont mes pôles? Ils sont à l'intérieur du cercle. Donc, s'il est causal, il faut qu'il soit d'abord causal. Hein? Donc, je suppose, mon hypothèse, c'est qu'il est causal. Alors, s'il est causal, alors mes pôles sont à l'intérieur du cercle, donc implique, j'ai ici P1 et 2, en module, ils sont à l'intérieur du cercle, donc c'est inférieur à 1, donc forcément, il est stable. Ça, c'est une première chose. Je regarde sur le chat. Très bien. Deuxième chose, je disais que c'était cette représentation-là, elle vous fournit tout. Alors, regardez. Pour trouver la réponse impulsionnelle, en fait, il y a plusieurs cas. Si vos signaux sont réels, ici, en fait, ici, cette réponse implique que vous avez, parce que ça, c'est une exponentielle, donc vous allez trouver quelque chose du genre, ça, c'est le rayon. Vous allez trouver quelque chose, R exponentielle J phi, ça, c'est la première solution. Et la deuxième, c'est R exponentielle moins J phi. Et quand vous allez faire la TZ moins 1, vous avez juste ça à la puissance n fois U de n, plus ça à la puissance n, fois U de n, moyennant certains coefficients, d'accord? Il faut juste savoir que ces coefficients alpha et bêta, ils vont être soit pareils, soit conjugués. Et du coup, quand vous avez R exponentielle J phi plus R exponentielle moins J phi, vous allez pouvoir sortir un cosinus. Ce sera R à la puissance n, un certain cosinus, n phi, plus une certaine phase. Les phases, je ne m'y intéresse pas pour le moment, je vous donne juste la formule générale. Voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver donc une certaine valeur aussi, je vais l'appeler mu. Voilà votre réponse H de n. Elle sera forcément comme ça, parce qu'ici, vous avez exponentielle J phi n, exponentielle moins J phi n. Vous allez pouvoir sortir, si c'est positif, vous allez sortir un cosinus, si c'est négatif, un sinus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai des pôles conjugués, en fait, je vais trouver un cosinus. Mais comment il est ce cosinus? Ce cosinus, il est multiplié par R à la puissance n. Si le rayon est plus petit que n, vous allez trouver un cosinus amorti, quelque chose qui va faire ça et qui va diminuer doucement. Si votre R est plus grand que 1, c'est-à-dire si vos pôles sont ici, vous allez trouver un cosinus, mais qui aura tendance à diverger, parce que les rayons est plus grand, parce que l'amplitude est plus grand que 1. Alors, regardez, on va tester tout de suite. On va vérifier d'abord que la réponse donc impulsionnelle est bien un cosinus amorti. Si je regarde ici, regardez la réponse impulsionnelle. Je vais quand même diminuer. Regardez. Est-ce que j'ai trouvé ce que j'étais en train de dire? Parce qu'avec un certain déphasage, regardez ça, c'est un cosinus qui tend vers 0. Ce résultat était prévisible. Pourquoi? Le système est stable. Puisque le système est stable, forcément, parce que le système est stable, quand c'est un filtre, là, je n'ai pas aussi employé le mot, donc c'est un filtre RII. Les filtres RII, c'est réponse impulsionnelle infinie. C'est un filtre RII. RII, pourquoi? Parce que vous avez un pôle. Vous avez un pôle qui est, c'est-à-dire vous avez un plus quelque chose. Donc, c'est un filtre RII. Et regardez, un filtre RII,
Donc, c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie. Ça, c'est infini, ça tend vers 0, mais ce n'est pas égal à 0. Ça s'appelle un filtre de réponse impulsionnelle infinie. Alors, je disais, parce que justement, il est stable, oui, je savais qu'il était stable, parce que les pôles ont un rayon plus petit que 1. Donc, en fait, je lie la stabilité à quoi? Je reviens ici. Je lie la stabilité au rayon. C'est clair que si le rayon est plus petit que 1, quelque chose qui est plus petit que 1, vous avez 0,8, vous faites au carré, ça fait 0,64, vous faites au carré, c'est encore plus petit que 0,64. Donc, c'était un résultat prévisible. Regardez, je vais faire une petite modification. Et je vais essayer de prendre un rayon plus grand que 1. Et regardez ce qui va se passer. Alors, pour avoir un rayon plus grand que 1, moi, j'avais B au carré moins 4AC. Donc, il faudrait B au carré moins 4AC. Donc, il faut que j'augmente B pour avoir un delta plus grand que 1. Donc, je vais augmenter B. Je vais faire un essai. Je vais voir ce que ça donne. Parce que B au carré moins 4AC, tout à l'heure, c'était une quantité négative. Je veux qu'elle soit positive. Regardez maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, j'ai des coefficients réels. Pas grave. Même ça, ça marche. On va l'interpréter. Regardez, ici, je suis tombée dans un cas donc, où delta est positif. Oui, c'est ce que je voulais. Moi, je ne voulais pas un delta. Bon, pas grave, on va traiter cet exemple. Ici, qu'est-ce que j'ai? On peut deviner ensemble, est-ce qu'il sera stable ou instable? Vous avez un pôle en moins 0,304, on va dire à peu près. Et vous avez un pôle plus grand que 1. Donc, votre réponse, je regarde ce qu'on m'a répondu sur le chat. Très bien, il n'est pas stable, exact. Parce que celui-là, il va vous donner 0,304 à la puissance n fois u de n. Et celui-là, il va vous donner quelque chose qui est plus grand que 2. On va dire, alors je ne sais pas, je ne vois pas très bien ici. Alors ça, c'est 1. Si ça, c'est 1, on va dire que ça, c'est 1,5. À peu près, je ne sais pas. On va 1,5. 1,5 à la puissance n. Alors, 1,5 à la puissance 0, c'est 1. Ensuite, 1,5. 1,5 à la puissance au carré, ça fait 2,25 que vous multipliez par 1,5. Donc, il est forcément, le pôle est à l'extérieur du cercle. Donc, forcément, il est instable. Bien sûr, puisque ça va me donner quelque chose à la puissance 1. Si je vérifie maintenant, regardez, on va vérifier. La réponse impulsionnelle, voilà. C'est quelque chose qui monte. Pourquoi ça monte? Parce que j'avais 1 virgule au carré, puis c'est les petites quantités. Je ne sais plus, ces quantités-là, elles vont en augmentant. Moi, je l'ai tracé sur 50 valeurs. Si vous le tracez à l'infini, donc vous allez avoir quelque chose qui va tendre vers l'infini. Jusque-là. Je vais essayer de trouver le cas où j'ai des pôles à l'extérieur du cercle. Alors, je réfléchissais. Donc, je dois avoir B au carré moins 4AC. Ça doit rester complexe. Ça doit rester complexe. Donc, il faut que je trouve une valeur négative, mais plus grande que 1. Donc, je vais jouer sur A et C. Je vais prendre ici 3. On va... Ah, il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que j'ai touché. J'ai touché à la parenthèse. OK. Alors, regardez, je ne vais pas expliquer le programme. Ça, on sait maintenant ce que c'est. Ça, c'est un tableau et ça, c'est un tableau. Et la fonction z pleine, elle calcule les pôles et les zéros et elle me les trace. Alors, on exécute ensemble. Alors, je regarde. Regardez mes pôles. Il faut que j'efface mes dessins. Attendez. On va juste effacer, annoter et effacer tous les dessins. Alors, je me retrouve avec 2 pôles, parce que ça, c'est le cercle unité, d'accord? Tout ça, c'est 1. Et vous avez remarqué, je suis en train de toucher les pôles, je n'ai pas touché aux zéros. Et les zéros ne sont pas impliqués dans la stabilité. Donc, regardez ici ces pôles, parce que tout ça, c'est un rayon de 1. Ça, c'est le rayon 1. Donc, tout ce qui se trouve à l'extérieur, ça veut dire que le rayon est plus grand que 1. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 2 pôles conjugués, je dois trouver un cosinus ou un sinus, sauf que ce cosinus ou ce sinus, s'il est un plus petit que 1, ça va être amorti. S'il est plus grand que 1, il va diverger. Je regarde ce que vous me dites sur le chat. C'est toujours un filtre RI. C'est toujours. Après, je vais vous expliquer la différence entre RI et RIF. D'accord? J'aurais dû peut-être le dire tout à l'heure. Alors, regardez, dans le cas général, c'est un filtre RI. Le filtre RIF est un cas particulier. Je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, ici, je devrais trouver un cosinus qui diverge. Je vérifie.
Alors, je suis obligée, moi, à chaque fois de fermer la notation, sinon il ne me donne pas la main. Je vérifie ma réponse. Regardez ma réponse. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un cosinus. Voilà. J'ai bien un cosinus. Bon. Il devrait continuer à monter. Moi, je l'ai tracé jusqu'à 50. Sauf que pourquoi il diverge? Pourquoi il diverge? Parce que ce cosinus est multiplié par un rayon plus grand que 1. Quelque chose qui est plus grand que 1. Et vous le mettez à la puissance 1. Prenez 2 par exemple. De la puissance 0, c'est 1. Ensuite 2. Ensuite 4. Ensuite 8. Non, pas 8, 6. Alors 2. 2 fois 2, 4. Fois 2, 6. Fois... Non, 8. Pourquoi je dis 6? Donc, c'est de la puissance 0, c'est 1, ensuite 2, ensuite 4, ensuite 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024. Donc, comme le rayon est plus grand que 1, ça va diverger. Donc, vous voyez le lien entre les deux, donc les pôles. Si votre système est causal, que les pôles sont à l'intérieur du cercle, vous aurez un système qui est stable. Donc, on voit bien qu'il y a équivalence. Si le rayon est plus grand, c'est un système qui est instable. Jusque-là. C'est bon? Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au filtre RI. Alors, pour passer au filtre RI, je vais rebasculer pour 8 ans, vous expliquer la différence. Alors, ici, je vais prendre le filtre RI. Je ne sais plus où je l'ai mis. La différence entre RI et RIF, la voici. Alors, la notation ici, donc on va effacer tout ça. Donc, j'ai dit que le cas général, c'était les filtres RII. Alors, pour un filtre RIF, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le filtre RIF, dans votre équation, en fait, vous avez la sortie qui dépend que de l'entrée. C'est-à-dire, vous, ici, vous n'avez pas somme des Y à YN. Vous avez juste, ici, YN égale. C'est-à-dire, la sortie ne dépend pas des sorties précédentes et des entrées. Il faut qu'elle dépende des entrées, sinon, c'est que vous n'avez pas un système. Ça reste, OK. Mais ici, la sortie ne dépend que de l'entrée. Voilà, un filtre RIF, la sortie ne dépend que des entrées, qui sont X. C'est pour ça, l'autre, on l'appelle un système récursif. Le RII, c'est dire récursif. Pourquoi récursif? Il y a un retour. La sortie dépend des sorties précédentes aussi. Ici, non. RIF, ce n'est pas un filtre récursif. La sortie ne dépend que des entrées. J'ai écrit sortie, entrée ici, voilà. Donc, si elle ne dépend que des entrées, donc je vais écrire YN égale, j'ai plus somme des YN. Quand vous allez appliquer la TZ, ça vous fait quoi? Ça vous fait Y de Z, c'est somme DBI, Z moins I, XZ. Vous ramenez XZ de ce côté, vous divisez ici par XZ, donc je l'enlève de ce côté, ça me donne H de Z. Regardez votre H de Z, comment il est. C'est somme DBI, Z moins I. Donc, quand vous allez faire la résolution multipliée par Z au carré, comme on a fait tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que vous avez B0 plus B1, Z-1 plus B2, Z-2. Vous, pour trouver les pôles et les zéros, vous allez faire quoi? Vous allez multiplier par Z au carré en haut, Z au carré en bas. Et donc, vous allez trouver B0, Z au carré, plus B1, Z, plus B2, Z au carré. Regardez ce qui se passe. Tous les pôles, quand vous allez faire égal à 0, tous les pôles sont en 0. Ça veut dire quoi, tous les pôles sont en 0? Ils sont tous à l'intérieur du cercle. Donc, forcément, il est toujours stable. D'accord? Le filtre RIF, c'est pour ça qu'on dit un filtre RIF est toujours stable, parce que tous ces pôles sont en 0. Il va y avoir une interruption tout de suite. D'accord? On va donc couper et reprendre ensemble. Désolée pour les interruptions, ça me permet d'avoir encore une... Alors, je disais donc le filtre RIF est toujours stable. Pourquoi on l'appelle RIF? Réponse impulsionnelle finie. Tout à l'heure, vous avez vu pour le RII, sa réponse impulsionnelle. Regardez, quand on cherche la réponse impulsionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On remplace XN par N direct. Ici, lorsque vous remplacez XN par delta N, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici AY. Donc, supposons, je vais prendre un exemple simple pour vous expliquer aussi la dénomination. Je vais prendre par exemple YN égale, je vais prendre un filtre RII. On a dit RII, la sortie dépend des entrées toujours.
RIF, mais aussi des sorties précédentes. Je vais prendre par exemple 2 fois xn plus yn moins 1. Quand vous remplacez xn par n dirac, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez donc yn qui vaut 2xn, mais plus yn moins 1. Mais que vaut yn moins 1? Si je dois écrire, il faut que j'écrive yn moins 1. Alors, yn moins 1, ce sera quoi? Donc, ce sera 2 fois. Alors, j'ai remplacé, j'ai dit, je vais d'abord l'écrire, ensuite je remplace par indirect. Enfin, mais ça ne sert à rien, je l'ai déjà écrit. Regardez. Quand je cherche la réponse impulsionnelle, je remplace par indirect. Donc, ça fait 2 fois delta n plus yn moins 1. Mais que vaut yn moins 1? Lui-même, ce sera donc 2 fois xn moins 1. Donc, 2 fois delta n moins 1 plus yn moins 2. Et ensuite, que vaut yn moins 2? Donc, je vais le retrouver comme ça. 2 delta n plus 2 fois delta n moins 1. Mais yn moins 2, c'est quoi? C'est 2 fois xn moins 2. Donc, 2 fois delta n moins 2. Plus quoi? Plus yn moins 3. Est-ce que ça s'arrête? À l'infini. C'est pour ça qu'on dit que c'est un filtre à réponse impulsionnelle à l'infini. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Puisque chaque y dépend de l'ancien y, qui lui-même dépend de l'ancien y. Et ça ne s'arrête pas. Par contre, regardez, si je fais la même chose ici maintenant, je vais remplacer ici xn par delta n. Regardez. Ça me fait quoi? Ça implique que yn, c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n, bi, delta n moins 1. Moins i en général. C'est-à-dire que c'est b0 delta n plus b1 delta n moins 1 plus le dernier élément qui est bn delta n moins n. Comme j'ai pas que ça ne dépend pas d'un ancien y, donc c'est un filtre à réponse impulsionnelle fini, c'est bon. C'est un filtre dont la réponse est finie. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas d'une sortie précédente. C'est pour ça qu'il s'appelle, donc celui-ci, on dit qu'il est récursif parce qu'il dépend des anciennes sorties. Et celui-là, donc c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie parce qu'il dépend toujours de l'ancienne, ça ne s'arrêtera pas. Par contre, ici, la réponse impulsionnelle est finie. Et parce que cette réponse impulsionnelle est finie, il sera stable aussi. Pourquoi? La stabilité veut dire somme des h de n. Je trouve une valeur qui est inférieure à l'infini. C'est bon. Si je dois les sommer, B0 plus B1 plus Bn, c'est une quantité finie. Ça, je vais trouver une valeur qui est inférieure à l'infini. Chose que je ne peux pas faire ici sommer, parce que ça dépend de l'ancienne. Et peut-être quand vous avez quelque chose qui est infini, vous avez 2 cas. Somme de quelque chose qui est infini. Ben, ça dépend. Ça peut donc converger. Et à ce moment-là, c'est bon, vous trouvez quelque chose. Mais si ça diverge, ce sera donc infini. Voilà pour la différence entre les filtres RIF et RIF. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la stabilité, je peux l'avoir dans plusieurs choses. Il est stable parce que c'est une réponse d'élément fini et ça se traduit au niveau de la TZ parce que tous les pôles sont en 0. Je rebascule sur Python. On va maintenant simuler. Alors, regardez, comment doit être un filtre RIF? Il doit avoir un pôle. Il ne doit pas, c'est-à-dire il a ici, ça veut dire quoi? C'est comme ça qu'ici, regardez, c'est comme si ici, je divisais par AN. Un fois, je ne même pas AN, je vais l'écrire comme ça. Si je regarde cette équation, parce que nous, on écrit en négatif. Donc, c'est comme si je divisais par 1. Donc, je dois juste lui donner les coefficients. Les B0, je dois lui donner B0, B1 jusqu'au dernier. Par contre, ça, c'est mon B. Et mon A, je dois lui donner 1. C'est bon, parce que je divise par 1. D'accord? Pas par 0. Divisé par 0, ça n'existe pas. Donc, je rebascule ici. Donc, je bascule sur Python. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour simuler un filtre RIF, je vais mettre 1. Voilà, je vais mettre 1. Et je regarde, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tous les pôles doivent être en 0 et que la réponse impulsionnelle était finie. Elle doit contenir B0 jusqu'à Bn. Donc, je devrais aussi trouver ces 3 éléments. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Je vais vérifier. Donc, j'exécute. On va commencer par les pôles et les zéros. Donc, ici, si je regarde, très bien. Est-ce que j'ai touché au numérateur? Non. J'ai toujours 2 pôles en moins 1. Les voici. Et le degré, c'est combien? C'est 2. Vous avez vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis, je vais l'écrire là. Donc, nous, on a ici, donc on a 0, 0, 79, plus 2 fois 0, 0, 79, plus 0, z-1, plus 0, 0, 79, z-2, sur 1.
C'est filtre RI, vous n'avez pas le dénominateur. Si je fais tout ça, je le multiplie par Z au carré en haut, Z au carré en bas, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir la même formule, sauf que ici en bas, j'aurai Z au carré. Et ça, si je mets égal à 0, ça me donne que mes pôles P1 vaut P2 et ça vaut donc 0. J'ai bien ici deux pôles en 0. C'est écrit 2. Ça n'a pas changé. C'est l'équation. Là, on avait trouvé, numérateur, on avait trouvé 0,079 fois Z plus 1 au carré. Donc, c'était 2 0 en moins 1. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Et vous voyez qu'on n'a absolument rien fait. On a juste écrit les BI et les AI. Et on a tracé les pôles et les zéros. Après, je vous montre comment on a tracé la réponse impulsionnelle. Jusque-là. Je suppose qu'il n'y a pas de question. On vérifie maintenant. Donc, le tracé. Qu'est-ce qu'on a dit de la réponse impulsionnelle? Je dois retrouver quoi? La réponse impulsionnelle, elle est constituée. Je reviens ici. Regardez votre réponse impulsionnelle. Elle était constituée de quoi? La réponse impulsionnelle, elle était constituée des B0, B1, B2. Puisqu'ici, j'ai remplacé par delta. Je vais le réécrire ici, ici. Ici, ma réponse. On a trouvé que H de N, c'est B0 plus B1 delta N moins 1 plus B2 delta N moins 2 plus, je ne sais pas combien j'en ai, plus BN. Donc, moi, j'ai combien? J'ai B0, ça c'est B1, ça c'est B2. Donc, je dois trouver 3 éléments avec ces amplitudes. Je regarde. Alors, je regarde mon tracé. Je regarde ici. Regardez, voici B0. Je remets la notation. Voilà, 0,079. Donc, ça, c'est B0. 2 fois B0. Donc, 2 fois 0,8, ça fait 0,16. Et ça, c'est B2. Et c'est bien un filtre réponse impulsionnelle fini. Oui, j'ai 3 éléments. Et si je somme ces 3 éléments, la somme de ces 3 éléments va me donner quelque chose de fini. Il est bien stable. Est-ce que c'est bon pour le filtre RIF? Est-ce qu'il y a une question? Donc, je vais revenir à Python pour vous montrer comment on trace la réponse fréquentielle dans tous ces cas-là. Alors, vous ne me répondez pas, donc je considère que c'est bon. Bien. Oui, oui, on met ça. Est-ce qu'on est obligé d'exécuter les 2 programmes en même temps, puisque ça ne marche pas? Hein, je n'ai pas compris. Tu es en train d'exécuter chez toi et ça ne marche pas, c'est ça? Pourquoi ça ne marche pas? Si tu fais comme moi j'ai fait, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Est-ce que le programme, le premier, avec filtre RI, il fonctionnait? Est-ce que le premier, avec RI, ça marchait? D'abord. Tu me mets oui, non, je n'ai pas compris. Ah oui, donc ton premier programme ne marchait pas. Est-ce que tu peux partager avec moi c'est quoi l'erreur? Regardez, vous devez importer la fonction zPlan et la mettre dans le même répertoire. Regardez ce que j'ai fait ici. Regardez. Là, la fonction plot zPlan, voilà, regardez où est-ce que je l'ai mise. Moi, mon programme de démo, je l'ai mis là. Et ma fonction, parce que j'avais créé une deuxième fonction, ma fonction plot zPlan, je la mets dans le même répertoire. Parce que je suis en train de lui dire, tu l'importes. Et comme je ne lui ai pas précisé le chemin, il suppose qu'elle est dans le même programme. Est-ce que tu as mis plot zPlan et démo TZ, enfin le programme, est-ce que tu les as mis dans le même répertoire? Alors, Maïssa, tu ne les as pas mis dans le même répertoire. Alors, s'il te plaît, mets-les dans les mêmes répertoires. J'avance et tu me dis si c'est ça. Oui, si tu ne les mets pas dans le même répertoire, ça ne marchera pas. Et c'est bien, c'est ce que j'attends de vous. J'attends de vous que vous exécutiez les programmes pour que le premier TP, c'est bon. On a fini, parce qu'on va utiliser tout ça. On va utiliser la FFT, on va utiliser zPlan, on va utiliser FrexZ. Alors, s'il te plaît, je continue à travailler. Et tu me dis, mais tu me tiens au courant le message. Dans 5 minutes, tu me dis si ça fonctionne ou pas. D'accord, je vérifierai le chat. Bien, regardez, donc jusque-là, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est d'accord que ça, j'importe toutes les bibliothèques.
Je regarde ce qu'elle me dit. Voilà, OK. Tu me diras si ça marche. Ici, donc, on a importé les bibliothèques dont on a besoin. Alors, on revient à Python avec les détails. Donc, j'importe les bibliothèques dont je vais avoir besoin. Ne pas en avoir besoin tout le temps. Dès que vous faites un peu de signal, il y a des fréquences qui sont, il y a des fonctions qui sont définies qu'ici. Donc, j'ai importé la bibliothèque, les fonctions signal qui sont dans les librairies SciPy et je les appelle SP. Je n'ai pas importé tout ça, juste la partie signal. J'importe, je dois faire des dessins, je suis obligée d'importer celle-là. La limite, ça c'est indispensable, d'accord? Et parfois aussi ça. Ensuite, ici, il n'y avait pas le programme, quelqu'un l'a écrit, donc j'ai fait que le modifier pour pouvoir l'utiliser. En fait, il calcule les pôles et les zéros. Là, tiens, regardez, on n'a pas vérifié. On va aller vérifier les pôles et les zéros. Je peux les vérifier directement sur l'explorateur. Alors, qu'est-ce qu'il va? C'est pôle et zéro. Alors, je regarde Z, que vaut Z? Voilà, Z, c'est moins 1, moins 1. Oui, parce qu'on a trouvé des zéros, 2 zéros, moins 1. Que valent les pôles? Ici, tous mes pôles sont en zéro. J'ai 2 pôles en zéro. Regardez, je vais le rétablir comme il était avant. Je vais mettre CTRL Z. On va exécuter celui de tout à l'heure. Vous vous rappelez quand on a trouvé 0,6, plus ou moins 0,39. Je réexécute. Regardez. On va vérifier les pôles et les zéros. Alors, on avait trouvé, les zéros sont les mêmes, donc on a trouvé 2 zéros en moins 1. Il me fait moins 1, moins 1. Et puis les pôles, alors où est-ce qu'ils sont les pôles? Regardez pas ici. 0 plus 0,39 fois J, 0 moins 0,39 fois J. Je devais vous attirer votre attention tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Donc, voici, on a trouvé les mêmes pôles. Alors maintenant, regardez. Je disais tout à l'heure, je vais vous montrer aussi, voilà, on a fini avec Z-Plan. On va parler d'autre chose. On va parler comment je disais que c'était une représentation quasi complète. Alors, qu'est-ce qu'on entend par quasi complète? Ça veut dire que quand je fais les pôles et zéros, je peux tout en tirer. Je vous ai montré donc tout à l'heure comment tirer la réponse impulsionnelle. Et je vais vous montrer maintenant comment tirer H de F. Alors, je disais que la TZ, j'ai mal fait ici. Alors, je voudrais le rétablir, s'il veut bien me donner la main. Attendez. Alors, je disais ici, alors je voulais vous montrer quelque chose. J'exécute d'abord le programme et je vous montre quelque chose. Mais je ne pourrais pas, m'éterniser sur l'explication, mais je vais faire de mon mieux pour, sinon encore une fois, aller sur la vidéo. Comment on trouve H de Z à partir de H de F? L'explication tout en détail est liée sur les vidéos. Moi, je vais vous donner le raccourci directement. Alors, ici, la TZ, c'est la généralisation de la TFTD. Généralisation de la TFTD. En fait, si vous vous posez Z égale exponentielle 2 pi j FTE, vous retrouvez la TFTD. C'est-à-dire que H de F, c'est H de Z, où je prends Z, je le remplace par exponentielle 2 pi j FTE. Là, vous allez retrouver la TFTD. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le module de Z, c'est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux passer de la TZ vers H de F, en fait, je vais juste prendre le cas où Z vaut 1. Et quand je dis Z vaut 1, en fait, c'est le cercle unité. Parce que ici, tout le module, c'est 1. Je suis en train de définir le cercle unité. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si je remplace Z, je prends Z juste le cercle unité, pas tout le plan complexe, je vais retrouver la TF. Et regardez ici, quand vous prenez une quantité Z, donc c'est Z que vous avez, vous êtes proche d'un zéro, vous êtes proche de ZI. Cette quantité est petite. Puisque vous êtes là, supposons le 0 est ici. Je préfère le tracer. Je vais préférer le tracer ici, je vais vous expliquer mieux. Alors. Mais je dis, je l'explique en général. Je pourrais pas ça prend au minimum une demi-heure l'explication. Je sais que je ne pense pas que vous l'ayez vu. Si vous l'avez déjà vu, tant mieux. Sinon, je vous explique le but. Ici, regardez la distance. Quand vous êtes de là à là, je fais la distance au 0, d'accord? Là, vous êtes très loin du 0. Puis là, vous commencez à vous approcher du 0. Là, vous êtes assez proche du 0. Là, vous êtes sur le 0. La même chose, on prend les pôles et on fait. Quand est-ce que je suis très proche du pôle? Regardez. Ici, ça, c'est la TFTD. Sur le cercle, c'est la TFTD. Et je fais ça. Et n'oubliez pas que nous, H de Z, je vais prendre juste un cas, c'est Z moins ZI sur Z moins PI.
Donc, quand vous faites la différence, en fait, c'est la différence qu'il y a entre les deux points. Ici, vous êtes très proche du pôle. C'est là où vous êtes le plus proche du pôle. Après, vous commencez à vous éloigner. Or, maintenant, quand vous êtes proche d'un zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité, quand je suis proche d'un zéro, la quantité au numérateur est très petite. Quand je suis proche d'un pôle, la quantité au dénominateur est aussi très petite. Mais les zéros, donc les zéros, c'est au numérateur. Donc, quand le numérateur est petit, si le numérateur est petit, ça veut dire quoi? Donc, vous êtes petit, ça veut dire que c'est un minimum. Vous êtes très proche du zéro. Donc, tout H2Z est minimum. Par contre, quand c'est le dénominateur et qu'il est petit, si le dénominateur est petit, qu'est-ce qui va se passer? Je divise par une quantité qui est petite. Donc, H2Z sera maximum. Donc, ce qui fait, maintenant ce cercle exponentiel 2πjfte. Regardez, si vous remplacez f par 0, vous êtes où? Alors, j'ai pris z égale exponentielle 2πjfte. Je remplace f par 0. Ça veut dire exponentielle j0. N'oubliez pas que ça c'est comme si j'avais écrit exponentielle j phi. Donc, qu'est-ce qu'il vaut phi? Si je cherche l'angle phi, ou je vais l'appeler θ. Que vaut θ? θ, donc, c'est 2πfte. 2πfte. Donc, je reprends, ça c'est θ. Et ça, j'ai écrit z. Alors, regardez, si f égale à 0, c'est quel angle? Si f vaut 0, θ vaut 0, donc c'est l'angle 0, c'est celui-là. Donc, f égale, je vais changer de couleur pour que vous puissiez le voir. Donc, lorsque f est égal à 0, l'angle θ, je vais l'écrire ici, θ, pour f qui vaut 0, f égale à 0, θ vaut 0. Donc, ça, c'est f qui vaut 0. Je le place ici sur le cercle. Si je prends, par exemple, f qui vaut fe sur 2, ça me donne quoi? Fe sur 2. Donc, θ vaut 2 fois pi fois fe sur 2 fois te. Je simplifie, ça me fait pi. Donc, pour fe sur 2, c'est pi. Donc, fe sur 2 se trouve ici. Pareil, si je prends maintenant, je vais prendre fe sur 4. Je remplace fe sur 4, ça fait quoi? Ça fait 2 pi, 2 fois pi, fois fe sur 4, fois te. Je simplifie, ça me fait pi sur 2. Donc, ce point-là, c'est fe sur 4. Logiquement, si je fais le tour du sac, je devrais trouver fe. Je vérifie si c'est vrai. Donc, je prends fe. Si je prends maintenant f qui vaut fe, ici, donc f qui vaut fe, ça me donne quoi? Ça fait 2 pi fois fe fois te. Et ça fait bien donc 2 pi. Donc, ça, c'est f qui vaut 0 et c'est fe. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de faire maintenant? J'ai essayé de vous expliquer quelque chose qui, maintenant, après, je vais vous montrer l'astuce, mais vous montrer juste que tout ce cercle, c'est FE. Donc, vous vous placez 0, à la moitié, c'est FE sur 2, au quart, c'est FE sur 4. C'est très facile. Et vous vous dites, quand je suis proche d'un pôle, c'est un maximum. Quand je suis proche d'un 0, c'est un minimum. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'ici, je peux directement tracer H de F. Je vais vous le montrer, puis on va vérifier ensemble. Regardez. Ça veut dire quoi? Si je veux tracer H de F, voilà F. Moi, je trace H de F de moins FE sur 2. N'oubliez pas que c'est la TFTD, donc elle est périodique. Donc ici, c'est mon axe F. Quand je suis proche d'un pôle, je divise par une quantité qui est petite. Donc, j'ai un maximum. Où est-ce qu'il se trouve ce pôle? Alors, il est à peu près, si ça c'est FE sur 4, c'est pour ça que vous devez connaître, placer les fréquences sur l'axe. Si ça c'est FE sur 4, ça c'est encore plus petit que FE sur 8. Ça c'est encore plus petit que FE sur 8. Donc, on va dire que c'est à peu près, on va dire qu'on est proche de FE sur 8. Donc, ça c'est FE sur 2, ça c'est FE sur 4. Et là, je suis quelque part ici, FE sur 8. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois que je m'approche d'un pôle, donc je m'approche d'un maximum. Donc, ça veut dire qu'il va commencer quelque part, il va aller vers un maximum. À FE sur 8, il y a un maximum. Ensuite, puisque ça, c'est après un maximum, qu'est-ce que je fais? Et je dois descendre, sinon, ce n'est pas un maximum. Donc, il faut que je descende. Et je vais voir quoi? Je vais vers un 0. Un 0 est un minimum. Et en plus, ce 0, il se trouve en moins 1 directement. Il touche le cercle. Donc, je devrais avoir un graphe qui fait ça. Regardez. Je vérifie maintenant H de F. Je vais vous montrer comment faire ce genre de tracé. On va en faire 2 ou 3. Je vais vous renvoyer.
Il faut dire un exercice, c'est l'exercice 6 ou 5, on ne fait que ça. Je vous mettrai le lien. Donc, regardez maintenant, si je vérifie le tracé de la réponse en fréquence, est-ce que ça vraiment, ça correspond à ça? Regardez, je vais le mettre là. Je vais quand même effacer. Je vais quand même. Regardez, on a dit que ça doit ressembler à ça. Regardez, je vais le mettre ici. Je suis obligée de tout effacer là. Et je vais quand même remettre le cercle. Voilà, comme ça, je vais pouvoir comparer les deux. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Viens de dire ici. Alors, c'est Romaïsa. Madame, j'ai le même problème, je n'arrive pas à exécuter le programme. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu as mis Z-Plan dans le même programme que Python? Non, ça doit fonctionner. Tu dois le mettre dans le même répertoire. Alors, Romaïsa, est-ce que ça a marché depuis tout à l'heure? Ça ne marche toujours pas. Ce n'est pas normal. Il faudra que vous me disiez, dites-moi, qu'est-ce qui vous affiche comme erreur? Il doit vous afficher un message d'erreur. Pourtant, je vous ai envoyé les programmes que j'ai finalisés hier. Bon, on va poser la question à l'inverse. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça marche? Sur les 20, est-ce qu'il y en a qui ont fait le test et ça a marché? Nos modules name plot Z-Plan. Très bien. C'est parce que plot Z-Plan n'est pas dans le même répertoire que le programme, celui-là, démo TZ. Tu dois prendre plot Z-Plan, tu dois la mettre dans le même répertoire. Regarde ce que j'ai fait ici. Elle doit se trouver dans le même répertoire où tu as mis ton programme. Si lui, il met le programme par défaut, cherche où se trouve démo.tz. Supposons que tu l'as mis dans le répertoire téléchargement. D'accord? Moi, ici, je le mets dans ma rubrique traitement. J'ai mes cours, je le mets dans le traitement numérique du signal. Donc, tu dois prendre les deux programmes, tu dois les mettre dans le même répertoire. Ou alors, parce que tu ne l'as peut-être pas téléchargé, vous devez télécharger les deux programmes, démo et ZPplot. Pardon, je l'ai appelé plot Z-Plan. Vous devez télécharger les deux et les deux doivent se trouver dans le même répertoire. Je l'affiche ici. Je les ai mis dans le même répertoire. Si vous ne le mettez pas, ça ne marchera pas. Et ça passe à ce qu'il soit dans le même répertoire. Bon, réessayez et vous me dites. Parce que c'est sympa d'essayer de changer en même temps. Si on le fait ensemble, c'est-à-dire on va voir tout ce qui est en train de se passer. Regardez, je reprends le cercle ici. Je vais refaire mon explication, d'accord? Je sais que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Si vous ne l'avez jamais fait comme ça va vous paraître un peu bizarre. Donc, tout le cercle, c'est FE. C'est bon, ça, c'est F qui vaut 0. Ça vaut FE et ça vaut 0. Tout le cercle, c'est FE. Donc, ça, c'est FE sur 2. Et donc, ça, c'est FE sur 4. Et puis, je me dis, j'avance doucement, je commence à 0. Si je m'approche d'un pôle, c'est un maximum. Si je m'approche d'un 0, c'est un minimum. Et en plus, si le 0 se trouve à 0, ce n'est pas qu'un minimum. Il touche l'axe des fréquences. Donc, regardez ce que je vais faire ici. Ici, j'ai pris FE qui vaut 1. Donc, dans cet exemple, j'ai pris, quand on ne précise pas, prenez FE qui vaut 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire FE sur 2, c'est 0,5. Ça veut dire ça, c'est 0,25. Si ça, c'est 0,25, quelque part ici, c'est encore moins que le quart. Alors, le quart, c'est 0,125, je dois être à peu près à 0,1. Ça, je dois être à peu près à 0,1. Donc, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver un axe des fréquences qui va de 0 à 0,5, qui, autour de 0,1 a un maximum, qui, à 0,5, doit toucher le 0. Je regarde ici. Je vais juste diminuer qu'on puisse comparer. Je vais le remettre, ne vous inquiétez pas. Je vais remettre celui-là à sa place. Regardez, je vais déplacer celui-là. Et je vérifie, est-ce que ça marche ou pas? Parfait, n'est-ce pas? Je ne veux pas l'agrandir, je veux juste le déplacer. Voilà. On compare ensemble. Les filles, dès que ça marche, vous me dites. Hein? Donc, je regarde ici. Est-ce que je vais vers un maximum? Est-ce qu'il commence quelque part? Oui. Est-ce qu'il va vers un maximum autour de 0,1? Oui, voilà, un peu avant 0,1. Ça, c'est peut-être encore plus, parce qu'on a dit 0,5, 0,25. Donc, à FE sur 4, c'est 0,125. Ici, c'est FE sur 8. À FE sur 8, c'est 0,125. Donc, je suis un peu avant 0,1. Voilà, c'est un maximum. Et il redescend jusqu'à toucher le 0. Où? En 0,5. Oui, parce que j'ai un 0 en 0,5. Voyez comment on fait un tracé?
Je vous invite à regarder, je mettrai directement dans le volet de description en attirant votre attention dessus. Je crois qu'on peut le faire à une certaine minute. Voilà, je vais essayer de mettre cette vidéo à la même minute qu'ici, où je vous mettrai, voilà comment l'exercice qu'il faut aller voir. Voilà comment on trace. On commence, on divise notre axe. Si on est proche d'un pôle, c'est un maximum. Si on est proche d'un zéro, c'est un minimum. Et si le zéro se trouve sur l'axe, je dois toucher l'axe. D'accord? Voilà comment on trace. Regardez, on va modifier. On va modifier et on va voir si on est capable de tracer ensemble ou pas. On va prendre un autre. Alors, je vais essayer de prendre des pôles. Il faut que je change un petit peu les valeurs. Alors, regardez. Je vais essayer de prendre un filtre. Allez, on va pour le filtre RIF. D'accord? Mais on ne va pas tricher. On va tracer les pôles et les zéros et on va voir si on est capable de trouver le tracé tout seul. Je ne regarde pas et je viens ici. On trace ensemble. Alors, vous faites la même chose que tout à l'heure. Vous vous dites, donc, tout le cercle, c'est FE, tout le cercle. Donc, ça, c'est FE sur 2. Ça, c'est FE sur 4. Et puis, je regarde. Alors, regardez maintenant, quand vous avez un pôle ou un 0 en 0, la distance est toujours la même. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas affecter votre tracé. Il ne m'apporte rien du tout. Dès que j'ai un pôle ou un 0 en 0, ça ne m'apporte rien du tout parce que le rayon est le même. Donc, moi, qu'est-ce que je viens faire? Je viens regarder ici. Est-ce que je vais aller vers un pôle ou un 0? Si vous allez vers un pôle, c'est-à-dire c'est un maximum, vous devez monter. Si vous allez vers un 0, vous devez descendre. Et je regarde petit à petit. Je fais mon petit bout de chemin. Je regarde, je ne rencontre rien du tout. Parce que celui-là est toujours à la même distance. Je ne rencontre rien, jusqu'à rencontrer un 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va commencer quelque part, et puis il va diminuer doucement. Voilà ce que je devrais trouver comme h de f, parce que je n'ai rien rencontré de proche sur mon chemin. Et voilà, regardez cette distance. On peut même savoir comment regarder cette distance. Elle est grande, puis elle commence à diminuer doucement. Mais quand j'arrive ici, elle diminue très vite. Donc, ça doit être quelque chose qui va faire ça, parce qu'il diminue très vite. Je regarde h de f. Les filles, rassurez-moi, dites-moi que ça marche. Regardez h de f, voilà. Ça commence quelque part, ça diminue tout doucement, mais à la fin, ça diminue rapidement. J'ai trouvé mon h de f. Est-ce que vos programmes marchent, les filles? On met ça et je ne sais plus qui. Toujours pas. Et tu as fait ce que j'ai dit. Tu les as mis. Ah, tu es en train de chercher tes deux fonctions. Regarde, sinon tu tu regardes le email, tu les télécharges à nouveau. D'accord? Tu les télécharges. À la limite, tu mets téléchargement, puisque quand tu télécharges, il les met dans le répertoire téléchargement, et puis tu exécutes directement. Ça devrait fonctionner. Dites-moi si c'est oui, parce que vous avez mis d'accord, merci. Dites-moi d'abord si il faut que ça marche, il n'y a pas de raison. Ça veut dire que les autres, vous n'avez pas essayé, il n'y en a aucun d'entre vous qui ait essayé, c'est ça les autres. Parce que c'est plus sympa de faire la démo avec moi. C'est dommage. Parce que vous faites les si, vous faites les… Bien, je reviens ici. Alors, quelle est cette fonction qui m'a permis de faire tout ça? Eh bien, elle s'appelle FrexZ. En fait, elle vous permet de passer donc de H de Z vers H de F. Et ça s'appelle FrexZ, c'est-à-dire elle détermine la réponse fréquentielle à partir de la TZ. De quoi elle a besoin? Elle a besoin de H de Z. Où est défini le H de Z? Elle a besoin, H de Z est défini par les BI et les AI. Ensuite, elle a besoin de L, elle a besoin de la fréquence d'échantillonnage, parce qu'elle doit vous tracer en fonction de votre fréquence d'échantillonnage, parce que quand vous remplacez par le cercle, il faut que vous sachiez FE sur 2, que vaut FE sur 2. Donc, elle a besoin de FE, et elle a besoin, parce que vous allez faire pour plusieurs points. Les différentes fréquences, comme nous on a fait F égale à 0, F égale FE sur 2, FE sur 4, bah, on prend 256, je prends un maximum de points. En prenant un maximum de points, je vais avoir un beau tracé. Voilà, donc, regardez,
regardez que le TP de la TZ reste assez simple. Pourquoi? Vous avez donc Z plane pour trouver le tracé d'épaule et des zéros. Frec Z, elle vous permet de tracer H de F. D'accord? Comment on a tracé? Alors, vous avez, vous voulez pas, alors quand on a tracé, elle ne me permet pas de tracer H de F, elle me permet de calculer H de F. Si je veux le module, regardez ce que j'ai fait ici. Si je veux le module, qu'est-ce que j'ai fait là? Regardez. Je vais remettre ici. Quand je veux le module, ben, je vais tracer ABS. Si je veux la phase, je vais tracer angle. Mais moi, j'ai rajouté une troisième chose. J'ai rajouté, regardez ici, j'ai rajouté group delay. Alors, qu'est-ce que c'est group delay? C'est le retard de groupe. En fait, c'est la dérivée de la phase. Cette dérivée de la phase, après, je vais expliquer à quoi elle sert. La dérivée de la phase. D'accord? J'ai tracé trois choses. J'ai tracé, regardez mon graphe. Je vais le mettre, je vais juste effacer tous les dessins. J'ai tracé le module de H de F. J'ai tracé ici angle F, donc j'ai tracé l'argument de H de F, la phase, et j'ai tracé, en troisième chose, j'ai mis plot taux, c'est la dérivée de la phase. On en discutera après, d'accord? Mais au fait, on n'a rien fait aussi, encore une fois, de spécial. Frec Z m'a permis, celle-là, j'ai calculé, à partir de H de Z, j'ai trouvé H de F, c'est ce qu'on a dessiné. Une fois que j'ai trouvé, j'ai tracé son module et sa phase. Alors, pour ce qui est tout à l'heure de la réponse donc impulsionnelle, il y a Mme Belhadj qui m'appelle. Vous avez un cours avec elle aujourd'hui? Non, madame. Vous n'avez pas de cours avec elle, d'accord? Non, madame, non. Vous n'avez pas. Ok, parce que je n'ai pas, enfin, j'ai refusé l'appel. Donc, encore une fois, je veux juste vous expliquer que le TP de la D7 est assez facile. vous avez vu, on a utilisé Z plane. Je vais juste remonter ici. Alors. Parce que si vous regardez le programme, il peut paraître compliqué alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Il y a, à la limite, le plus de lignes que j'ai écrit, c'est pour faire des tracés. Regardez, tout ça, c'est juste pour tracer. Z-plane me permet donc de calculer, c'est déjà écrit, déterminer les pôles et les zéros et les dessiner. Frec Z me permet de trouver H de F. Ça me permet de calculer la dérivée de la phase. Et là, c'est des tracés. Ce qui fait que vous, si vous deviez refaire tout seul, c'est pas compliqué. Je vais faire pareil que la dernière. Dès que je mets la vidéo en ligne, je mettrai dans le volet de description tout le programme. Comme ça, vous pouvez faire copier-coller directement. Donc, si je reviens ici, ah oui, je vais vous montrer aussi comment on a fait pour calculer la réponse impulsionnelle. Comment on fait pour calculer une réponse impulsionnelle? Regardez. Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré la partie de programme qu'il fait. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez, j'ai mis dans Dirac des zéros. J'ai mis 50 zéros. Et j'ai pris des zéros égale 1. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans Dirac? Il y a un 1 et tout le reste, c'est des zéros. Il y en a combien les zéros? Il y en a 49. J'ai mis Dirac NP0, c'est-à-dire il m'a créé la fonction 0, vous mettez des zéros, ça veut dire il m'a créé 50 zéros, n vaut 50. Et j'ai pris la première valeur, j'ai mis égal à 1. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la fonction L-filter. Comment on détermine la réponse impulsionnelle? Comment on fait? On sait que si vous prenez à l'entrée xn égale delta n et que vous mettez yn, c'est xn que je convolue avec h de n, et bien qu'est-ce que vous récupérez yn? Vous récupérez h de n. Pourquoi? Parce que xn, Dirac, c'est l'élément neutre du produit de convolution. Regardez ce qu'on a fait ici. L-filter, qu'est-ce qu'elle fait? Vous lui donnez H de N, mais comment vous lui donnez? Vous lui donnez encore une fois les BI et les AI. Ça, c'est mon filtre. Et je lui ai donné en entrée le Dirac. Une fois que je lui ai donné le Dirac, c'est bon. Il m'a récupéré la réponse impulsionnelle. Je regarde sur le chat. Alors, tu as mis from zplot import zplane. Ajoutez cette commande dans le programme. Ah, parce que moi, je vous ai envoyé zpplot. Je vous ai pas Oui, madame, ce n'est pas le même nom, oui, madame. Ah, parce qu'en fait, j'avais créé deux fonctions. D'accord, je commence à comprendre. Ah, je ne vous ai pas donné plot Z, c'est la même, c'est-à-dire qu'il faut lui changer de nom. Maintenant, je comprends pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire que dans votre programme, en fait, moi, j'avais créé deux fonctions parce que je voulais… Cette fonction qui est… J'ai compris. Alors, regardez, je vais la changer immédiatement. C'est-à-dire, je vais la noter. D'accord. Donc, si je vous, donc, vous ne mettez pas from plot zplane, je vous ai donné une autre fonction. Alors, elle s'appelle, d'accord. Je vais l'ouvrir ici.
Je vais faire le changement avec vous directement. Je l'ai appelé ZPplot. Je ne savais pas que j'avais changé la fonction. Donc, vous ici, regardez, vous ici, au lieu d'écrire from plot zplan, attendez, on va effacer. Désolée, parce que j'en ai écrit deux. En fait, ce n'est pas les miennes, je les ai juste modifiées. Ici, donc si je vous ai envoyé ZPplot, vous allez écrire from, et je vais le faire directement pour vous montrer que ça marche. Je suis désolée, je n'avais pas vu que j'avais fait une modification, j'ai fait deux programmes. Donc ici, au lieu d'écrire ça, parce que j'ai beaucoup, enfin pas beaucoup, je voulais faire des choses, from ZPplot, import zplan. Regardez ce que je viens de faire. Et j'espère que je n'ai pas tellement modifié la fonction. Voilà, ça marche, d'accord? J'ai créé deux fonctions. Et je vous ai envoyé la deuxième. Mais normalement, ce qu'il y a à l'intérieur est le même. Parce que une fois que ça a fonctionné, parce qu'il ne m'écrivait pas, il ne me mettait pas le cercle au milieu, il me mettait ça. Donc, je gardais toujours deux fonctions. Une qui marche et une dans laquelle je pouvais bidouiller comme je voulais. Donc, je faisais ma petite cuisine dedans pour ne pas modifier celle-là. Et je m'excuse encore une fois, les filles. Je m'excuse, je n'ai pas fait attention. Merci pour la personne qui a remarqué ce qui s'était passé. D'accord? Donc, from ZPplot, je viens de le faire devant vous, ça marche. D'accord? J'ai écrit deux fonctions. Parce que j'avais peur, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé la demi-journée à faire des modifs, certaines marchaient, d'autres ne marchaient pas. C'est bon, mes étudiants? Donc, je reprends ici, parce qu'il va y avoir une interruption. On n'aura pas, je vais essayer quand même de finir. Si vous n'êtes pas trop fatigué, vous me dites, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à parler du retard de groupe, ce n'est pas grand-chose. Donc, peut-être qu'on pourra finir le TP. Donc, je remets ici. Donc, je vous expliquais ici à quoi servait la fonction spFilter. En fait, comment qu'elle fonctionne? Quand vous devez filtrer, vous cherchez la sortie Y, vous devez lui donner B, A et l'entrée. Voilà comment elle fonctionne. Je vais le réécrire. spFilter, elle fonctionne comme ça. Donc, vous devez écrire spFilter. Ici, vous lui donnez le filtre. Le filtre, c'est les B et les A. Et ici, votre entrée. Donc, ça, c'est votre H de N. Sauf que ici, moi, je vais récupérer H. Si je veux récupérer H, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je prenne X et je lui donne un Dirac. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé un Dirac. Donc, ici, voilà votre Dirac. J'ai mis des zéros. Premier élément, j'ai mis 1, ce qui fait que j'ai des 1 et tout le reste, c'est des zéros. Donc, c'est bien un Dirac. Et je l'ai mis. Ça m'a permis de récupérer H. Je regarde sur le chat. Il va y avoir une interruption. Je suis désolée, Sarah et Romaïsa. Je n'ai pas fait attention que j'avais changé la fonction. J'en suis désolée. C'est de ma faute. Mais ça vous aurait permis de bien suivre. On va faire une interruption. Alors, regardez ici, en fait. Donc, je pense qu'il me reste à peine 10 minutes à un quart d'heure, j'aurai fini. Donc, ici, cette histoire, donc, j'aurais pris donc, pour trouver le filtre, il faut lui donner, pour trouver le filtre. Et vous avez remarqué à chaque fois, Freg Z, c'est BA, groupe delay BA, Zplan c'est BA, parce que le filtre est totalement identifié ici. Je vous disais tout à l'heure, quasi complète, parce que vous n'avez pas le gain. En fait, quand vous faites la représentation des pôles et les zéros, s'il y a par exemple écrit ici alpha Z moins ZI, je ne sais pas, il y a 10 par exemple, supposons qu'il y a une amplification de 10 sur Z moins PI, ça, vous ne le verrez pas. C'est pour ça qu'on dit quasi complète. En fait, tout ce qui nous manque, c'est l'atténuation. On peut la calculer. Sur le programme original, on peut la calculer. Ici, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, quand je dis elle est quasi complète, je parle du tracé des pôles et les zéros. Ici, dans le programme, on peut récupérer, car moi, je l'ai enlevé parce que je n'avais pas besoin d'utiliser. Mais je vais vous montrer. Quand on parle de la représentation des pôles et les zéros, je parle de ça. Ici, on ne voit pas le cas. On ne voit pas le gain. Mais ici, dans le calcul, on peut le faire. Dans BI, je récupère le A. Donc, quand je parle de quasi complète, je parle du tracé des pôles et des zéros. On ne voit pas le cas sur le tracé des pôles et des zéros. Donc, je reprends ici. Donc là, vous avez vu que BA apparaît toujours, B1 pour tracer les pôles et zéros, BA pour trouver H de F, BA pour trouver la dérivée de la phase, BA pour trouver la réponse impulsionnelle. Tout à l'heure, bien sûr, quand c'est un filtre RI, normalement, ça ne sert à rien de calculer la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est des BI. C'est 0,079. Elle est déjà donnée. Normalement, vous n'avez pas besoin de la calculer. Nous, on l'avait fait tout à l'heure, on l'a vérifié, mais dans la réalité, je n'ai pas besoin de la calculer. La réponse impulsionnelle d'un filtre
Pourquoi il ne me sort pas le tout? Attendez, je vais réexécuter. Une figure qui n'apparaît pas. Regardez, ici. Ici. Je n'ai pas besoin, je les connais, les BI. Dans un filtre RIF, vous n'avez pas besoin de calculer la réponse intuitionnelle. Alors, l'histoire de la dérivée de la phase, pour vous expliquer son utilité, je dois rebasculer sur… Il ne nous reste que ça. Je pense que la prochaine partie, je vais la laisser pour la prochaine fois. La partie où je fais… où je vous explique un petit peu, je vais la laisser pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, il faudra qu'on fixe, une fois qu'on a fini ce cours, on va fixer cette prochaine fois ensemble. Alors, je rebascule sur Pluton pour vous expliquer ce que c'est qu'un retard de groupe et pourquoi on le calcule surtout. Alors, l'avantage des filtres RIF, d'accord, c'est que… Attendez, je vais rebasculer sur Python, peut-être au mieux. Alors, je vais vous montrer comment on peut avoir d'abord ce retard de groupe, comment il se calcule. D'abord, le voir et pourquoi parfois on cherche qu'il soit constant. Alors, pour y arriver, regardez ici. Donc, ici, si je regarde mon graphe, donc ça, c'est le module. Ça, c'est H de F. Ça, c'est sa phase. Et regardez, sa phase est une droite. Lorsque vous dérivez une droite, d'accord, vous dérivez une pointe négative, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver donc une constante. Là, c'est 10 puissance moins 12, donc c'est une valeur proche de 0, mais c'est une constante. Forcément, donc ça, c'est la dérivée de la phase. Donc ça, c'est argument de H de F, c'est-à-dire c'est votre phase, que j'appelle phi, donc votre phase est en fonction de F. Ça, c'est la dérivée de la phase. En plus, on la dérive par rapport à F et on met moins. Regardez, pour un filtre, pour le filtre RIF que j'ai pris, c'est constant. Si je reprends maintenant pour un filtre RI, elle ne sera pas constante. Donc, regardez, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Alors, si je prends, alors je ne sais pas combien de motifs j'ai fait. Voilà, mais bon, ça, je vais mettre, je vais appeler Z+. Je vais mettre Z+. J'exécute. Mais j'ai pour le filtre RI, d'accord? Regardez, alors, regardez pour un filtre RI. Donc, je reprends, ça c'est le module, ça c'est la phase et ça c'est le dérivé de la phase. Comme ce n'est pas une droite, vous avez, comme c'est un moins, donc quand ça descend, ça vous donne plus. Ici, si vous remarquez, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion, c'est-à-dire la dérivée seconde, elle va s'annuler. Donc, ça change de direction, parce que ici, ça faisait ça, et maintenant, ça va comme ça. Donc, ici, ça descendait, comme il y a un moins, ça monte. Ici, ça descend toujours, mais avec des valeurs négatives. Je ne sais pas si vous vous rappelez des points d'inflexion. Vous prenez la dérivée, c'est la dérivée seconde qui s'annule. Parce que ici, ça change d'allure. Ça faisait un peu quelque chose comme ça. Donc, dans votre dérivée, ça va changer. Donc, regardez, pour un filtre, voilà. Je commence à faire ça. Alors, donc, c'est un filtre RI. Donc, la dérivée de la phase, ce sera toujours différente d'une constante. Par contre, dans un filtre RIF, vous allez voir, il ne faut pas dire que la dérivée de la phase est toujours constante pour un filtre RIF. Elle sera constante si votre filtre est symétrique. Ça veut dire quoi, c'est un filtre symétrique? Si les valeurs de part et d'autre sont les mêmes, alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais carrément changer tout ça. Je vais prendre donc un filtre RIF. On a dit RIF, vous prenez A égale 1. Et regardez le filtre que je vais prendre. Je prends 0,5. J'ai pris 0,5 et 0,7. Vous allez voir que je vais prendre 0,8. Vous allez voir qu'ici, la phase ne sera pas constante. On va la vérifier, la dérivée de la phase. Hein. Quand vous mettez un tableau, il faut séparer par des virgules. Alors, regardez ici, j'ai besoin de ça. Regardez. La phase, la dérivée de la phase, est encore différente d'une constante. Le seul moment où un filtre RIF aura une dérivée de phase constante, c'est lorsqu'il est symétrique. C'est-à-dire, je vais prendre ici 0,5, regardez. Ça veut dire quoi symétrie? Par rapport au milieu, de part et d'autre, c'est les mêmes valeurs. Donc, si je prends maintenant 0,5, regardez ce qui va se passer. Voilà. Bon, c'est un point de discontinuité, mais la dérivée ici, regardez, elle est constante, la dérivée de la phase. Je vais prendre un deuxième exemple. Regardez, si je prends maintenant, pour que vous voyez cette histoire de symétrie, je prends 0,1
et je prends ici 0, également. Là aussi, c'est symétrique de part et d'autre. De part et d'autre. C'est-à-dire, si je prends le 0,7 économie, 0,5, 0,5, 0,1, 0,1. Regardez si je calcule la dérivée de la phase. Encore une fois, hormis le point de discontinuité, ici, c'est constant. Donc, ça veut dire chaque fois que je vais avoir un filtre symétrique, j'aurai une dérivée de phase. La dérivée de la phase sera constante, mais pas que. Et on dit aussi si le filtre est antisymétrique. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'antisymétrique. Ça veut dire même si vous avez un moins. Regardez, je prends un filtre. Je vais prendre ici 0,5. Regardez ce que je fais. J'ai pris un filtre antisymétrique. Ça veut dire quoi antisymétrique? Ça veut dire que par rapport au milieu, de part et d'autre, c'est le signe opposé. Ça, c'est 0,5, ça, c'est moins 0,5. Ça, c'est moins 0,1, ça, c'est 0,1. Ça ne veut pas dire que je dois tous les prendre moins, tous les prendre plus de l'autre côté. Non, il suffit juste que les signes soient inversés de part et d'autre. J'ai pris l'exemple le plus général. Regardez maintenant, si je calcule, je vais vous expliquer. Alors, s'il veut bien. Regardez. Ah, ça n'a pas marché. C'est bizarre. Moins 0,1, 0,5. Ce n'est pas normal. J'aurais dû avoir une dérivée de phase. C'est bizarre. Je dois prendre les mêmes signes. Normalement, non. Bon, je vais quand même faire un essai. Ça me paraît bizarre et ça n'aurait pas dû. Alors, antisymétrique, on doit prendre… Ah non, bien sûr. Je dois prendre 0 au milieu. Je recommence. Ça devrait marcher. Je l'espère. Okay, ça va. Alors, mais je dois prendre 0 ou pas. Alors, je regarde les dérivées de la phase. Regardez. Hormis le point de discontinuité, voilà, la dérivée. Et encore une fois, la dérivée de la phase est une constante. J'attire votre attention sur ça parce que je vais en avoir besoin pour les filtres RIF plus tard. Donc, si la dérivée de la phase, donc, il ne faut pas mettre un point ici. Donc, soit vous mettez 0, soit rien du tout. C'est-à-dire, lorsque votre filtre est pair, ben, vous prenez des signes opposés. Si votre filtre est impair, il faut mettre au milieu 0. Sinon, ça ne marche pas. On va encore faire un essai ici. On vérifie si la dérivée de la phase est constante. Voilà, hormis le premier point ici, parce qu'il y a une discontinuité là, alors votre phase est constante. On est d'accord. On l'a vérifié dans tous les cas. Dans le cas où c'est symétrique, dans le cas où c'est antisymétrique. Si c'est symétrique, ça veut dire que c'est les mêmes valeurs de part et d'autre. Lorsque c'est antisymétrique, c'est des signes opposés. Mais la valeur milieu, ça doit être 0 ou elle ne doit pas exister. Bien. Pourquoi je suis en train de vous montrer ça? Alors, je vais rebasculer pour plus tard vous expliquer cette histoire de phase. Pourquoi on voudrait que la dérivée de la phase? Pourquoi? Je vais finir, d'accord? Juste cette question. Donc, attendez, on met à noter, on efface. Et vous expliquer pourquoi. Donc, cette dérivée de la phase, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'avoir une dérivée de phase constante? Alors, pour un filtre, alors, je reviens ici. C'est ce qu'on dit des filtres RIF. Donc, regardez. Il y a la possibilité, on dit possible, ce n'est pas que le retard. Vous avez vu, si mon filtre n'est pas symétrique ou antisymétrique, je n'ai pas un retard de groupe constant. J'ai la possibilité d'avoir un retard de groupe constant. Et pourquoi on veut un retard de groupe constant? Je vais vous expliquer ce que c'est que ça. Ce sera mon dernier truc. Alors, je mets la notation ici. On va expliquer ce que c'est. En fait, donc, voilà, je reprends ce que je disais là. Donc, en fait, votre TFTD que vous avez déterminé en prenant H de F égale H de Z et vous avez remplacé Z par exponentielle de pi J FTE. C'est pour ça qu'on était sur le cercle unité tout à l'heure. Quand vous allez le tracer, donc vous avez un module, tout nombre complexe. Rappelez-vous, quand vous écrivez A plus JB, vous pouvez l'écrire comme étant R exponentielle J phi. Votre rayon, c'est racine de A au carré plus B au carré. Et votre phi, c'est moins arctangente B sur A. Ça, c'est toutes les notations complètes. Je peux passer à une écriture sous forme de module et de phase. Alors, la dérivée, si ça, c'est la phase, elle est en fonction de F. Regardez ici, vous avez quelque chose qui est en fonction de F. Cette phase qui est en fonction de F, donc phi de F, je la dérive par rapport à F. Alors, c'est quoi l'intérêt? Imaginons, donc, rappelez-vous, quand vous dites phase, ça veut dire déphasage. Imaginons que votre filtre, il n'applique pas le même déphasage aux fréquences. Supposons que, quand je dis le mot bateau, vraiment j'exagère, et chaque année je prends l'exemple de bateau. Allez savoir pourquoi. Supposons que lorsque je dis bateau, donc bas et sur les fréquences 100, j'exagère, ça ne se passe pas tellement comme ça, mais il y a chacune
des syllabes, des phrases, des phonèmes qui seront prononcés va occuper une certaine plage de fréquence. Alors, je prends le cas extrême. Alors, supposons que bas, donc quand je dis bateau, que bas se trouve au niveau des fréquences 100 Hz et que celui-ci se trouve au niveau de 200 Hz. Alors, imaginons donc que quand il applique les fréquences, donc vous vous rappelez que c'est un déphasage. Imaginons que lorsqu'ici, ce déphasage est en fonction des fréquences. Ça veut dire quoi en fonction des fréquences? Que mon déphasage s'écrit en fonction de f. Ça veut dire qu'il change en fonction de f. Imaginons que 100, ça va être retardé de 2 secondes. Et imaginons que ici, ça va être retardé d'1 seconde. Donc, vous allez entendre, au lieu d'entendre bateau, vous allez entendre toba. Ce qui fait que pour une application audio, c'est gênant. Je vais avoir une déformation de mon signal audio. Par contre, s'il applique les mêmes fréquences, s'il applique le même retard partout, donc si ce retard est constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre filtre, il applique le même retard. S'il applique le même retard, ça veut dire que X de F, rappelez-vous, la TF d'un signal retardé, c'est la même, on trouve la même TF, sauf que là, il y a juste un déphasage. Et si vous vous mettez à dériver ça, prenez ça, vous le dérivez, d'accord? Je prends ça, donc je vais dériver la phase. On a dit phi de F, que vaut phi de F? Donc, je vais dériver la phase, donc 2pi F T0, tout ça, avec le signe moi, je le dérive, on n'est pas le J bien sûr. À un moment ici, voilà, le J il est là, d'accord? C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Dérivé de phi de F, on ne prend pas le J. Je le dérive par rapport à F. Si vous dérivez, c'est pas F0 ici, depuis FT0, c'est pas F, regardez. Vous êtes en train de dériver moins depuis FT0, donc c'est comme si vous dériviez alpha F. Et la dérivée de moins alpha F par rapport à F, c'est moins alpha. Parce que tout ça, c'est votre alpha. Ici, votre alpha, c'est 2pi T0. C'est une constante. Alpha qui vaut 2pi T0. Donc, si je dérive, parce que vous avez une forme, c'est la forme alpha fois quelque chose. Je dérive alpha par rapport à F, je trouve alpha. Ça veut dire quoi? Je vais trouver donc une constante, soit, donc ici, 2pi T0. Le moins 2pi T0, il y a un moins à l'extérieur, je trouve 2pi T0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon signal s'écrit comme ça veut dire que mon signal est en train d'appliquer le même retard partout. On est en train de faire un raisonnement à l'inverse. Si un signal retarde, et tout mon filtre retarde tout par T0, ça veut dire qu'il va s'écrire comme ça. Et donc, s'il s'écrit comme ça veut dire que lorsque je dérive F, je vais trouver une constante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les phases sont retardées de la même quantité T0. Je n'ai plus 2 secondes, 1 seconde. Est-ce que vous êtes en train de me suivre par rapport au raisonnement? Donc, j'ai fait raisonnement un peu par l'inverse. Un signal qui retarde, qui fait subir un retard de T0 qui est le même. Ça veut dire que sa phase va s'écrire comme ça. Si elle s'écrit comme ça, sa dérivée sera constante. Maintenant, je fais le chemin inverse. Donc, si ma dérivée est constante, ça veut dire que ma phase s'écrit comme ça. Ça veut dire que mon filtre retarde tout de la même quantité T0. Et donc, du coup, pour une application audio, ce n'est pas grave qu'il y ait un retard. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit constant, qu'il ne dépende pas des fréquences. Parce que s'il dépend des fréquences, ça veut dire qu'il y a des fréquences qui vont être retardées différemment. Je m'en fiche, moi, qu'il dérange de 10 secondes, de 20 secondes, qu'importe. Mais qu'il applique le même retard à toutes les fréquences. Du coup, à l'audition, quand je vais écouter, mon signal a été retardé, d'accord, mais il n'y aura pas de déformation du signal. Voilà à quoi ça sert d'avoir donc un déphasage constant. Si un retard de groupe, constant, ça veut dire que j'ai un déphasage linéaire. Regardez, phi est linéaire, c'est l'équation d'une droite, alpha f. Donc, si ma phase est linéaire, le retard de groupe qui est la dérivée de la phase sera constant et donc je n'aurai pas de déformation. À quelles conditions je vais avoir ça? Il faut que ce soit un filtre RIF qui soit symétrique. Symétrique, ça veut dire quelque chose, quand vous les allez dessiner, ça va faire ça. Ou bien antisymétrique. Quand il est antisymétrique, on a dit prenez le 0 ici. Si ici ça fait ça, ici ça fera ça. Donc, l'avantage d'un filtre RIF, alors si je compare par rapport à tout à l'heure, un filtre RI peut être instable. Un filtre RIF n'est jamais instable. Et toujours ça, en plus, il a un retard de groupe constant. Mais vous allez voir qu'il y a un petit inconvénient. Avec un filtre RIF, c'est difficile d'avoir quelque chose qui fasse ça. Là, on va le voir avec les 2 exemples de tout à l'heure. Tout à l'heure, avec les filtres, je vais les reprendre ici, je rebascule. Est-ce qu'il y a une question avant que je bascule sur Python? Je vais juste vous montrer encore une dernière chose et je m'arrête. Alors,
S'il n'y a pas de questions par rapport à ça, bon, je rebascule pour Python pour vous montrer quelque chose. Alors, je reviens sur Python. Tout à l'heure, alors, à noter. Regardez. Le fameux filtre qu'on avait pris tout à l'heure, d'accord? Regardez, quand on l'avait laissé filtre RIF, d'accord? On l'avait laissé tel quel. Regardez. J'avais pris, qu'importe. Regardez, j'ai pris 5 éléments. J'en ai pris 5. J'ai pris 5 éléments. Ça tombe bien. Alors, je réexécute. Regardez. Pas ça, je cherche. On peut vérifier pour le filtre RIF. Regardez, on voit les valeurs. Alors, on a trouvé moins 0,1, ensuite 0,5, moins 0,5, 0,1. On retrouve bien le filtre. Regardez ici, avec 5 éléments, ça c'est quoi? C'est un filtre passe-haut. C'est un filtre qui laisse passer les hautes fréquences. Mais regardez comment il met du temps à descendre. C'est embêtant. Regardez, il met tout ça pour descendre. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, quand je vais passe haut, moi, je veux qu'il fasse ça et qu'il descende. Avec un filtre RIF, c'est très difficile d'obtenir ça. Il faudrait avoir un filtre très, très grand pour que vous ayez ça. Par contre, je vais refaire la même chose, mais avec un filtre RII. Regardez, je prends l'exemple de tout à l'heure, donc je vais mettre CTRL-Z, tel que c'était, je vais obtenir un passe-haut. Ce n'est pas compliqué. Pour obtenir un passe-haut, je vais montrer ce qu'il faut faire. Alors, tout à l'heure, il y avait un 0, moins 1. Si je place ici, je mets moins, je vais avoir un passe-haut. On va le vérifier. Regardez. Je vais effacer. Justement, je ne vais pas effacer. Regardez tout à l'heure. J'ai eu besoin avec 5 coefficients, et ça descendait comme ça. Regardez maintenant, avec 3 coefficients, juste 3 coefficients. Pour un filtre RII, regardez. C'est bon, il y a tout ça qui passe et ça descend rapidement. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Ça mettait tout ça pour descendre. C'est ça l'avantage d'avec un filtre RII. Avec très peu de coefficients, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il a des zéros et des pôles. Avec un pôle, j'ai des maximums. Avec le filtre RII, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le filtre RII, tous les pôles sont en zéro. Pardon, avec les filtres RIF. Avec un filtre RIF, tous les pôles sont en zéro. Donc, vous ne pouvez pas avoir un maximum bien net comme ça. C'est l'inconvénient donc des filtres RIF par rapport au RII. Avec un RII, très peu de coefficients, vous aurez une réponse qui va descendre rapidement. Avec un filtre RIF, il faudrait que le filtre soit très grand pour avoir ce qu'on appelle ça s'appelle c'est la raideur de coupure du filtre. Pour avoir un truc comme ça qui descend bien net, il faut un filtre RII. Vous ne réussirez pas à le faire avec un filtre RIF. Mais, il y a toujours un mais, un filtre RII peut être instable. Pourquoi un filtre RII peut être instable? Parce qu'en fait, la sortie dépend des sorties précédentes. Imaginons, la sortie dépend. Dès qu'il y a des problèmes de quantification, imaginons que vous avez 0,9, 900, 818. Et ça, il fait des arrondis. De 900, 818, il devient 900, 800, j'ai mis 18. 0,900, 800, je ne sais plus combien. L'essentiel, je vais écrire le chiffre que vous voyez ici. Imaginons, vous avez ce chiffre, 900, 878. Et vous l'arrondissez, vous mettez 0,988. Mais n'oubliez pas qu'un filtre RII, Y dépend des autres Y aussi. Y-1, Y-2. Donc, quand vous vous mettez à arrondir, il se peut qu'à un moment donné, il devienne instable. C'est ça le risque avec un filtre RII. C'est qu'il peut devenir instable, surtout dû à des problèmes de quantification, surtout quand vous avez des pôles, par exemple, très proches du cercle unitaire. Au moment où vous allez faire vos calculs, il se pourrait qu'à un moment donné, vous vous approchiez trop et du coup, votre fil va devenir instable. Donc, pour résumer, filtre RIF toujours stable. Je peux avoir un retard de groupe constant si mon filtre est symétrique, anti-symétrique, c'est intéressant pour les applications audio. Mais comme il n'a pas de pôle en dehors de zéro, tous les pôles sont en zéro. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir du mal à avoir un filtre qui va descendre très rapidement. Il faudrait vraiment l'augmenter beaucoup pour avoir un filtre qui descend très rapidement. D'accord? J'essaierai d'aborder ces quelques points peut-être la prochaine fois. Normalement, ça devrait être suffisant pour les filtres. Ça devrait être suffisant pour les filtres RI et RIF. C'est juste des notions de base. Si j'estime que c'est nécessaire de faire une séance supplémentaire, je vous dirai. Mais normalement, je devrais commencer le cours la prochaine fois.
Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Ça devrait suffire pour un rappel, je l'espère du moins. Alors, j'arrête.